Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Abdelmalik Droukdel hors d'état de nuire. Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a été tué mercredi lors d'une opération militaire dans le nord du Mali. Annonce faite ce vendredi par la ministre française des Armées. Les accusations de mauvaise gestion formulées contre Akounoumi Adesina sont-elles justifiées ? Eh bien, la Banque africaine de développement a accepté ce vendredi une révision indépendante de l'enquête interne qui avait disculpé son président. Et puis, direction le Bénin où la vie reprend progressivement son cours après l'assouplissement le 2 juin des mesures de lutte contre le coronavirus. Transports en commun, restaurants et lieux de culte sont à nouveau opérationnels. C'est un succès majeur contre le terrorisme. L'armée française a annoncé ce vendredi 5 juin la mort d'Abdelmalik Droukdel, chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, et de plusieurs de ses collaborateurs lors d'une opération militaire le 3 juin au Mali. Opération menée avec des partenaires près de la frontière avec l'Algérie. Les détails dans ce sujet de la rédaction. La guerre au Sahel prendra-t-elle une nouvelle tournure ? Ce vendredi 5 juin, la ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé la mort d'Abdelmalek Droukdel, chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Une offensive menée ce mercredi 3 juin dans le nord du Mali par les forces spéciales françaises de l'opération Barkhane. Son identité a été confirmée après un test ADN. Plusieurs de ses proches collaborateurs ont également péri à la suite de cette opération. L'action s'est déroulée au nord de l'Adra des Ifougas, à 80 km à l'est de Thessalise, et a été réalisée par un module d'intervention composé d'hélicoptères et de troupes au sol, le tout étant appuyé par de l'aviation. Né en 1970 en Algérie, Abdelmalek Droukdel entame des études d'ingénierie au moment où l'Algérie entre en guerre civile au début des années 1990. En 1993, il rejoint le groupe islamiste armé où il s'impose en tant qu'expert en explosifs. Il gravit petit à petit les échelons et intègre même le conseil du commandement du groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC qui prêtera ensuite allégeance à Al-Qaïda pour devenir le 25 janvier 2007 AQMI. Cette disparition forcément va avoir un impact pour les troupes, va avoir un impact pour les militants. Cela va être à court terme parce que ces groupes terroristes djihadistes sont très résilients. Par ailleurs, la ministre française des Armées, Florence Parly, a également annoncé que des opérations se poursuivront contre l'État islamique dans le Grand Sahara. Une organisation terroriste très active dans la zone des 3 frontières. Au Mali, de plus en plus de voix s'élèvent contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Bamako ce vendredi 5 juin à l'appel d'un collectif d'organisations de la société civile et de partis politiques de l'opposition. Une manifestation pour réclamer la démission du chef de l'État qu'ils accusent de mauvaise gouvernance. Elle a rassemblé selon les organisateurs, les Bamakois, mais également les citoyens venus de l'intérieur du pays. La majorité présidentielle, qui n'entend pas se laisser faire, annonce elle aussi une marche pour soutenir les institutions. Akounoumi Adesina n'est pas tiré d'affaire. Le bureau du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement a autorisé ce jeudi une revue indépendante du rapport du comité d'éthique qui avait blanchi le président de l'institution des accusations de mauvaise gestion portées à son encontre. La mission sera confiée à une seule personne, neutre et intègre, qui aura 2 à 4 semaines pour rendre ses conclusions. C'est un sujet de Fanny Monichi. La position du président de la Banque africaine de développement de plus en plus fragilisée. Le bureau du Conseil des gouverneurs de la banque a annoncé jeudi 4 juin une revue indépendante du rapport du comité d'éthique. Rapport qui avait blanchi Akounoumi Adesina des accusations de favoritisme et de prévarication portées à son encontre par des lanceurs d'alerte. Le bureau convient d'autoriser une revue indépendante du rapport du comité d'éthique des conseils d'administration concernant les allégations examinées par le comité d'éthique et les éléments fournis par le président du groupe de la banque dans l'intérêt d'une procédure en bonne et due forme. Cette décision intervient après que les États-Unis, deuxième actionnaire de la BAD après le Nigeria, aient mis en doute le rapport du comité d'éthique et exigé une enquête indépendante.
Akiwumi Adesina, élu en 2015 à la tête de la BAD, était pourtant jusqu'alors quasiment assuré d'être réélu, bénéficiant du soutien de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et j'espère que cette deuxième épreuve montrera qu'Adesina n'a pas failli et puis qu'il a fait son travail correctement et qu'il continuera à diriger l'institution encore pendant 5 ans. La majeure partie des pays africains soutiennent Adesina. Adesina, c'est l'Afrique contre justement les autres pays, l'Amérique en tête, qui veulent le pousser justement à la sortie. Cette enquête démontrera qu'Adesina est bien un dirigeant propre et qu'il n'a pas failli et qu'il n'est pas corrompu. Les résultats de la revue indépendante sont attendus au plus tard dans 2 ou 4 semaines pour ne pas bousculer le calendrier électoral de l'institution. Des assemblées générales électives sont prévues du 25 au 27 août prochain. Voilà qui devrait soulager le gouvernement égyptien dans sa lutte contre le Covid-19. Le Fonds monétaire international et les autorités du Caire ont en effet trouvé ce vendredi un accord de principe sur le versement d'une aide d'urgence de 5,2 milliards de dollars pour faire face à la pandémie. Une aide d'urgence qui sera assortie d'un programme de réforme économique de 12 mois et qui sera versée dans le cadre de l'accord dit de confirmation, instrument financier de base de l'institution de Bretton Woods. Il ne reste plus qu'à obtenir le feu vert du conseil d'administration. Retour progressif à la normale au Bénin après 2 mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. Transports en commun, bars et lieux de culte ont repris du service le 2 juin en respectant tout de même quelques indications telles que la limitation du nombre de passagers dans les bus. Pas de relâchement en revanche en ce qui concerne les gestes barrières. Voyez ce reportage de Lefty Onou, notre correspondant au Bénin. Après plus de 2 mois d'absence sur le trafic routier en vue du respect des mesures barrières et l'instauration du cordon sanitaire pour la riposte au Covid-19, les conducteurs de bus ont repris du service au Bénin le 2 juin 2020. Les bus et minibus qui rallient les principales communes du pays et ceux qui circulent dans la capitale économique étaient en stationnement et seules les voitures de 9 et 5 places assuraient le transport avec respectivement 4 et 3 passagers. Avec leur reprise d'activité, le prix du transport a connu une hausse avec une réduction de l'effectif des passagers. Les 2 passagers exigés derrière à cause du respect des mesures barrières n'est pas rentable. Pas suffisant pour solder 10 000 francs CFA par jour à notre propriétaire de véhicule. Dans le pays, le transport en commun constitue l'un des moyens préférés des populations pour son coût relativement bas. Mais avec les mesures des autorités béninoises en riposte au Covid-19, notamment la revue à la baisse du nombre de passagers dans les moyens de transport en commun, les billets de transport ont grimpé d'un cran. Je pense qu'on n'a pas grand problème majeur sur le terrain et seulement que le nombre de véhicules qui opèrent là ne font pas le tiers du nombre de véhicules que nous recevions à l'époque, avant le confinement. Conformément aux nouvelles mesures, le nombre de passagers par minibus est revu à la baisse. Les véhicules qui chargeaient 18 passagers sont obligés de se contenter de 9. Les sociétés de transport ont augmenté leurs tarifs et l'effectif des passagers est revu de 55 à 25. Par ailleurs, certaines dispositions demeurent moins respectées. Selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE, au Bénin, le secteur des transports représente 7,1% du PIB, produit intérieur brut. A noter qu'à la date du 3 juin 2020, le pays a enregistré un total de 261 cas confirmés avec 107 personnes sous traitement, 151 personnes guéries et 3 décès. Ces mesures d'assouplissement que l'on observe de part et d'autre ne sont pas pour autant synonymes de victoire contre le Covid-19. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies, le continent devrait d'ailleurs considérablement augmenter sa capacité de dépistage. 90 millions de kits ont d'ores et déjà été reçus en ce sens. Plus de précisions avec Corinne Kamsafahem. Les pays africains ont reçu 90 millions de kits de tests de coronavirus pour les 6 prochains mois. La dotation entre dans le cadre du partenariat pour accélérer les tests en Afrique, une initiative mise sur pied en avril 2020 par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies afin d'augmenter les tests à travers le continent. When we launched the PAC initiative,
Quand nous lancions l'initiative Pacte en avril, je vous ai clairement dit que la situation du dépistage en Afrique était inacceptable. Nous possédions alors moins de 4000 tests. Aujourd'hui, nous avons réalisé dans le cadre de cette initiative plus de 2 millions de tests et la situation va s'améliorer. Le dépistage constitue en effet un facteur essentiel dans la lutte contre le coronavirus. Malheureusement, en Afrique, avec 3,4 millions de tests effectués jusqu'à présent, les chiffres dans ce domaine restent bas, le ratio étant de 1700 tests pour 1 million de personnes en Afrique contre 37 000 tests pour 1 million de personnes en Italie. En Afrique du Sud, épicentre de la maladie sur le continent, les autorités révèlent que plus de 96 000 échantillons non traités sont en attente de tests. Le dépistage, qui pourtant est une clé essentielle à la riposte, il reste à améliorer considérablement. La plupart des pays au début ont fonctionné avec une hyper-centralisation et rationalisation des tests dans les laboratoires de référence. Ces mesures, fort heureusement, ont été souvent rattrapées. Les statistiques en Afrique font état de 161 793 cas confirmés du nouveau coronavirus, avec plus de 4 500 décès et environ 69 900 guérisons selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour s'arrimer à la donne mondiale en matière de dépistage, l'Afrique doit pouvoir combler un écart d'approvisionnement d'environ 25 millions de tests. Ce virus fait tousser le secteur touristique en Ouganda. Les pertes annuelles sont estimées à 1,6 milliard de dollars. Un coup dur pour ce pays où le tourisme est l'un des principaux pourvoyeurs de devises étrangères grâce à sa faune et à sa flore qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Mildred Yamou. La pandémie de coronavirus aura un énorme impact sur le tourisme en Ouganda, l'un des principaux pourvoyeurs de devises étrangères du pays. À cet effet, le gouvernement s'attend à perdre chaque année 1,6 milliard de dollars de revenus touristiques en raison des conséquences induites par les mesures de restriction imposées sur le pays. Une perte qui va endommager les revenus nationaux alors que le secteur est identifié pour stimuler la croissance économique. Pour traverser cette étape, l'Ouganda est obligé d'innover dans de nouveaux produits, d'innover dans la création de nouvelles filières d'attraction touristique. Les filières classiques vont être à court terme très endommagées par la réduction drastique des touristes. Au cours des dernières années, l'Ouganda a développé une économie fortement liée au tourisme grâce à sa faune et à sa flore qui attire des millions de visiteurs. En 2017, les recettes touristiques du pays ont atteint 2 milliards de dollars, ce qui n'a pas été le cas au cours de l'exercice de 2020. La suspension des transports et la fermeture des frontières vont entraîner une diminution du flux de tourisme arrivant dans le pays, selon la direction du Fonds monétaire international. La diminution du nombre de touristes arrivant en Ouganda devrait faire chuter de 54% les recettes touristiques prévues pour l'année fiscale 2019-2020 et de 52% celles de l'exercice fiscal 2020-2021. Une situation qui devrait également affecter le flux de devises étrangères capté par le pays au cours de ces deux périodes. Notons que pour l'exercice fiscal en cours, le FMI tape désormais sur une croissance de 3,3% en forte baisse par rapport à l'année budgétaire 2018-2019 où l'économie avait cru de 6,5%. Dans le reste de l'actualité, la première session du comité de pilotage du dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun s'est tenue ce 4 juin à Yaoundé. Objectif affiché, améliorer la compétitivité via un renforcement de l'économie locale et l'établissement d'un environnement institutionnel propice aux affaires. Le dispositif repose sur un partenariat public-privé et cible principalement les organisations intermédiaires du secteur privé avec pour principaux bénéficiaires les entreprises, les start-up, les clusters et les hubs. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants. Une nouvelle édition de l'information.